artist. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. C'est avec cette phrase tirée du livre Lalana de Michel Rakotozon que je vous souhaite la bienvenue sur votre émission littéraire. En effet, Michel Rakotozon est né à Antananarivo, à Madagascar, en 1948. Journaliste et écrivain, elle a vécu en France. Sociologue et professeure de lettres malgache, elle a été journaliste à la radio RFI et France Culture et à la télévision RFO. Elle a été responsable des manifestations littéraires à RFI. Elle a déjà publié des nouvelles et des pièces de théâtre en malgache et en français. Lalana est son 3e roman. Il s'assoit sur la plage à la limite de la trace des vagues. Rivo s'allonge, blottit sa tête contre les jambes de Naivo comme un enfant qui dort. La mer est basse et les vagues sont frissolies et frémissements murmurent de l'eau et paient infiniment. Lalana n'est pas un roman facile. Par son sujet d'abord, Naivo et son ami Rivo, dévorés par le sida, fuient Antananarivo et sa misère pour offrir aux mourants la mer, celle qui lui permettra de retrouver ses ancêtres dans la paix. Un voyage terrible qui traverse l'île de Madagascar, écorchant au passage l'image idyllique que l'on pourrait s'en faire, mais aussi une Cartasie qui transforme ces êtres déchus sans avenir en héros d'un récit de voyage sur le chemin du désespoir de l'extrême. Par sa langue ensuite, une longue mélopée, celle de la musique lancinante de leurs ancêtres, entrecoupée de cris de colère, de sursauts de révolte, une écriture qui commence par nous prendre de front, puis insensiblement nous emmène avec elle sur cette route de la rédemption, et qui nous laisse bien seuls quand enfin elle s'éteint. Chapitre 5. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Les paroles de l'Ecclésiaste tournent inlassablement en Naivo, un chant qu'il poursuit en un temps pour aimer et un temps pour aider. La musique a commencé. Indistincte d'abord dans sa tête, dans son corps, il l'avait entendu quand il a commencé à laver Rivo. Seigneur, ce n'est plus qu'un squelette, s'était-il dit, quand il vit son ami déshabillé. Un choc, celui-ci était décharné, comme desséché déjà, squelettique. De plus, il sentait la sueur et la maladie. Il fallait le laver avant de l'emmener dans ce voyage, qu'il perde humeur et saleté, qu'il soit propre, net avant de voir la mer. Il y avait un lavabo dans la chambre. Saroï avait payé le prix fort. Naivo mit de l'eau dans un broc et commença à passer une serviette mouillée sur le visage, les pieds, les mains. Puis, voyant que cela semblait soulager Rivo sur tout son corps, il avait laissé Rivo allongé pendant toute la toilette et eut une pensée qui lui fit froid dans le dos. La toilette rituelle, la toilette des morts. Mais Rivo n'était pas encore mort. C'était un vivant qu'il purifiait ainsi. Il retint le tremblement qui le saisit, l'impression terrible de profaner un tabou et, la toilette faite, releva Rivo pour l'habiller. Rivo frissonnait tout le temps, le regardait fixement et délirait de temps en temps. Les bras pendaient lamentablement, mais le plus dur à supporter, c'étaient les poches de peau qui autrefois furent les fesses de Rivo, qui vacillaient, les gestes très lents, envahis par un tremblement qui le submergeait complètement. Ses jambes, qui n'étaient plus que des tiges filiformes, ne le soutenaient presque plus, et de sa poitrine on ne voyait plus que les côtes saignantes au-dessus d'un ventre creux qui se plissait autour du nombril énorme. L'horreur, il n'avait pas eu le temps de détourner son regard quand Rivo lui demanda « Je te fais peur ?» Peur, c'était plus que cela. C'était un sentiment de finitude et d'impuissance. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien qu'à apaiser la douleur et trouver en soi la force de lui faire traverser dignement ces derniers jours, plus rien que la force d'obliger les yeux à chercher ce qui dans Rivo restait du beau jeune homme qu'il était naguère.
Il y avait à peine quelques mois quand la maladie ne l'avait pas encore atteint. Et alors que la décision a été prise de partir, qu'ils sont là, sur cette route allant à la mer, il se sent étrange à côté de lui-même, absent à ses propres émotions, n'est plus qu'écoute de son ami. L'incantation qui l'a suivi dans son errance dans Antananarivo se confond à présent avec le ronronnement du moteur de la voiture de Saroy, un moteur qui tourne à la perfection, qui n'a rien à voir avec les vieilles carcasses qui survivent tant bien que mal dans la capitale. Elle avait été très élégante, Saroy. Son compagnon, Nicolas aussi d'ailleurs, il se posait aucune question quand ils le virent arriver décomposé. C'est la fin. Ce fut la seule phrase qu'elle prononça avant de l'inviter à entrer. Il leur sut gré de leur silence et se sentit un peu confus de la haine qu'il avait vouée pendant des mois au jeune couple. Il avait détesté Saroy quand elle leur avait dit qu'elle partait vivre avec son blanc d'amant. Détester, c'était la pire des choses qu'elle avait pu faire, partir avec un occidental, avec le fric de celui-ci et aller là-haut, dans les beaux quartiers, et laisser là croupir dans leur merde. Elle aurait pu continuer comme avant, travailler de temps en temps dans les boîtes, ramener de l'argent pour la communauté, leur raconter ce qu'elle vivait pour partager, être ensemble. Certes, cela ressemblait étrangement à de la prostitution, mais comment faire autrement quand tout était refusé aux hommes, le travail, la dignité et maintenant les femmes. Même Saroy les avait quittés, les laissant avec leur statut de pauvres malgaches, vaincus, même pas capables de faire vivre les femmes qu'ils aimaient, même pas fichus d'avoir des compagnes. Celles-ci se barraient avec n'importe qui pour n'avoir plus à subir les petits matins glauques, les journées vides et les estomacs creux. Toutes essayaient de s'en aller, les laissant exténués et esselés. Elle partait avec n'importe qui, des blancs-becs avec des sacs au dos, des touristes vieux des blancs-becs et désargentés, des semeurs de bobards, des flambeurs mentant sur les devises qu'ils avaient en poche, des hommes ni plus beaux ni plus intelligents que les copains, mais qui avaient l'avantage de l'argent. Certaines même se passaient des petites annonces, des messieurs cherchant des âmes sœurs dans les îles ou des adresses d'agences qui leur trouveraient chaussures à leurs pieds. Aucune de celles qui avaient réussi à partir ne revenait raconter ce qu'elles vivaient. De toute façon, comment lutter? La télé, la radio parlaient en permanence d'une vie autre, d'une vie de luxe. Ils étaient envahis, inondés de ces images. Ils en étaient envahis même là-haut sur la colline des esprits. Il en est là de ces réflexions quand ils passent devant Antananarivo, les bâtiments de la prison, et comme à chaque fois, il accélère pour ne pas avoir à imaginer comment croupissent ceux qui y sont incarcérés. Il a toujours eu peur de cet endroit, peur de deviner ce qui se cache derrière ces murs en briques hérissés de tessons de bouteilles, ces lucarnes noires, ces fils barbelés. Il a toujours eu peur d'entendre, de deviner des cris et des hurlements, peur de voir y entrer des types qui lui ressemblent, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont lâché prise et se retrouvent dedans, dans la fosse et les oubliettes. Il accélère pour ne plus céder à l'angoisse, la prison faisant partie du domaine du possible pour des hommes comme lui. Il suffit de se laisser aller. On lui a déjà proposé de vendre du chanvre indien en gros vers l'Occident ou de passer des saphirs, mais il a refusé par peur de Joël Antanimora plus que d'autres choses. Et comment ne pas avoir peur? Cet endroit est situé en pleine ville, comme un symbole d'enfermement et de torture, symbole qui l'a empêché, lui, Naivo, de devenir malhonnête ou de se révolter comme certains de ses copains qui ont plongé et en sont sortis fous. Antanimora était la limite qu'il ne fallait jamais toucher. La voiture dépasse rapidement les lieux, il se retrouve au sommet de la colline d'Ankatso et là, de lui-même. Naivo se met à chantonner, à quoi bon se morfondre. Il est en voiture avec Rivo, une belle voiture qui roule bien. Son ami semble retrouver de belles couleurs. Ils ont décidé la folie comme ça abruptement. Il ne sait plus exactement qui d'entre eux avait dit « on va à la mer » à la sortie de l'hôpital sans élever la voix.
Mais cela allait de soi. Alors, ils ont pris la première destination, celle de l'Est la plus proche. Il fait beau et cela fait des années qu'ils rêvent tous les deux de ce luxe extrême. Prendre une voiture et partir ainsi, laissant le malheur faire une pause reculée peut-être, perdre la face de toute façon. Rivaux somnole à côté de lui, semble paisible. Rivaux qui a vendu son corps comme Saroy, mais celle-ci a trouvé un mari tandis que pour le jeune homme tout a basculé très vite. Le seul pour qui rien n'a changé est Naïvo, qui s'est retrouvé sans qualité, sans vice, sans vertu, sans courage, même pas le courage de fiche le camp là-bas en France, quitte à y être chauffeur-livreur au noir et sans papier comme beaucoup de copains, quitte à faire du trafic de n'importe quoi, mais vivre, trouver de l'argent pour fonder une famille enfin. Il s'est contenté d'être naïvo, étudiant en sociaux, sans livre, sans travail, sans femme, sans avenir. Naïvo sans rien, juste des petits boulots pour survivre, de vagues trafics et des broutilles à vendre ou à revendre pour s'en sortir. Il était arrivé chez Saroy vers la fin de l'après-midi, la veille. En son absence, et comme à la fois précédente, quand il lui avait annoncé que Rivaux était malade et qu'il fallait de l'argent pour le soigner, il était resté assis dans son fauteuil, dans un coin du salon, n'osant demander qu'on lui serve ne serait-ce qu'un verre d'eau. La bonne l'ignora. Il préféra apprécier le confort de l'endroit et préparer toutes les phrases qu'il aurait à dire pour persuader la jeune femme de lui prêter sa voiture. Il se fit peur un moment en se disant que Nicolas, l'amant, allait refuser. Mais tout se passa tranquillement. Dès qu'elle le vit, elle lui demanda tout simplement « Il va très mal ?» avant de poser un verre de bière devant lui. Et là, sur cette route qui mène vers l'Est, Naïvo ne se souvient plus des détails de cette soirée. Une seule chose lui reste en mémoire, la lame qu'elle essuya rageusement. Lui avait eu une réflexion, une seule un peu bête. Elle a changé, beaucoup changé Saroy. Oui, elle avait changé, elle avait acquis de l'assurance, une aisance, se déplaçait dans ses meubles sans se cogner, avait baissé le ton de sa voix et même dans sa mise, était devenue plus discrète, moins fardée, plus simple. Une femme mariée ou qui allait l'être. Saroy avait maintenant la tranquillité d'une femme qui avait un homme pour longtemps, qui allait bientôt avoir un enfant de lui, un enfant ou des enfants, et peu à peu, les copains s'effaceraient de sa vie. Naïvo se souvient du pincement au cœur et de la sensation de solitude aiguë. La fille s'en était sortie et eux, les garçons, restaient là, sur le carreau, à regard désorienté. Envie de connaître la suite de l'histoire? Retrouvez ce livre dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa à Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.